Bonjour et joyeux Noël. On pourrait croire que puisque les podcasts sont accessibles en permanence, la notion de rediffusion n'a plus de sens. Je ne le crois pas, car l'abondance de l'offre peut conduire à ce que certains enregistrements passent inaperçus, ou en tout cas moins aperçus qu'ils ne le mériteraient. Je vous propose donc de réécouter la thématique sur la géopolitique des séries, dont Dominique Moïsi était l'invité. Dans nos podcasts Si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous remettrons en ligne mercredi, le 28, le premier des entretiens que nous avions eus avec David Elkaïm et Vincent Poimiro, principaux scénaristes de la série à grand succès d'Arte, En thérapie. Dimanche prochain, remise en ligne de la thématique sur le général de Gaulle avec son biographe britannique, Julian Jackson. Souvenez-vous que la semaine prochaine est la dernière pour nous soutenir et bénéficier de la déduction fiscale de 66%. Quant à notre prochain enregistrement public, il aura lieu le dimanche 8 janvier. Vous pouvez déjà vous inscrire. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée à la géopolitique des séries, émission thématique que nous enregistrons pour la première fois en public à l'école alsacienne et le 8 décembre, c'est-à-dire un jour où il y a de transport en commun à Paris que très chichement compté et devant un public qui, en dépit de cette difficulté, est venu assez nombreux pour remplir cette salle. Nous recevons, quand je dis nous, c'est Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Mathias Fekl, ancien ministre et avocat et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, et Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous recevons Dominique Moïsi, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, qui a publié donc un ouvrage sur la géopolitique des séries ou le triomphe de la peur, à partir duquel nous allons avoir cette conversation thématique. Au lendemain du 11 septembre 2001, la géopolitique a envahi non seulement le réel, mais aussi nos imaginaires. Les séries sont devenues des références politiques tout autant que culturelles, et par la force de leurs intuitions, les scénaristes ne seraient-ils pas les meilleurs analystes du monde contemporain ? Que perçoivent-ils de nos sociétés ? Avant tout la peur, répondez-vous, Dominique Moïsi, dans votre ouvrage « La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur ». La peur de la barbarie et le triomphe du chaos, avec Game of Thrones, le trône de fer chez les Québécois, la peur de la fin de la démocratie avec House of Cards, le château de cartes, celle du terrorisme avec Homeland, que les Québécois n'ont pas traduit, celle d'un ordre du monde qui disparaît dans Downton Abbey, et enfin la peur de la menace russe avec Occupied, envahi. Foreign Policy s'est amusé à transposer le monde fantastique de Game of Thrones, ou la fascination du chaos, dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Ainsi, les Lannister sont l'Arabie Saoudite, la maison Stark, les mouvements d'opposition qui ont brièvement accédé au pouvoir au lendemain des printemps arabes, la maison Baratheon représente les autocrates, et après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, la réalité a dépassé la fiction, ce n'est plus Winter is coming, mais Winter has come. Et comme dans la série, on peut craindre qu'il ne dure très longtemps. Dans Downton Abbey, Dominique Moïsi, vous analysez la nostalgie de l'ordre. La série débute en 1912, un monde s'apprête à être bouleversé, et cette saga familiale aurait pu s'appeler le déclin de la famille Crawley. La problématique de Homeland, et si l'ennemi venait de l'intérieur et s'il était nous,
a pris une crédibilité plus grande au lendemain des attentats de Londres en 2005, des assassinats de Toulouse en 2012, de Paris en 2015, de Fort Hood et de San Bernardino aux États-Unis. House of Cards décrit la fin du rêve américain et la montée des populismes, avec à l'époque de la diffusion de la série les premiers succès flatteurs de Donald Trump lors de la campagne pour les primaires du parti. House of Cards traduit une perte de confiance généralisée à l'égard des élites. Enfin, dans Occupied, on retrouve croiser toutes les peurs de notre temps, du réchauffement climatique à la crise du modèle démocratique encouragée par des dirigeants médiocres, de la montée de la peur face à la Russie de Poutine, surtout depuis sa gestion de la crise ukrainienne, au discrédit relatif ou absolu dans lequel sont tombés l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au cours de ces dernières années. Dominique Moïsi, qu'est-ce qui vous a poussé à analyser ces séries et comment les avez-vous choisies ? Alors, ce qui m'a poussé à analyser ces séries, c'est que j'avais écrit, maintenant il y a 10 ans, un livre qui s'appelait « La géopolitique de l'émotion », comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde. Et mes étudiants, mes lecteurs, voulaient une suite. Et j'enseignais à l'époque au King's College à Londres, et j'avais donné un cours sur l'année qui s'appelait « Le triomphe de la peur », « The Triumph of Fear ». Et j'étais pas satisfait de la retranscription de mon cours en livre, et à un moment donné, mes enfants, qui sont quand même des adultes, m'ont dit « Mais papa, tu peux pas parler de la peur si tu n'as pas vu Game of Thrones ». Et tu peux pas parler de la démocratie si tu n'as pas vu House of Cards. Et donc, je n'étais pas un amateur de séries. Je ne le suis pas totalement devenu depuis. Et je me suis plongé là-dedans. C'est assez chronophage. J'ai dû voir Game of Thrones grâce au temps normand l'été. C'était un été particulièrement pluvieux. En 2 semaines et demie, les 6 saisons. C'était un exploit. J'ai tout vu à l'allemande, enfin, avec un grand sérieux scientifique. Et en fait, les séries que j'ai choisies, il y avait 2 critères. D'abord, il fallait pas qu'il y en ait trop, sinon j'allais devenir fou. Deuxièmement, je voulais vraiment les voir à fond pour pouvoir en parler. Donc le processus de sélection a été, de mon point de vue, très rigoureux. Il fallait une série qui ait une dimension géopolitique, c'était quand même mon objet, une série qui soit de qualité, visuelle et intellectuelle, une série qui ait, pour l'essentiel, un impact mondial, que l'on puisse voir partout, de l'Asie au Moyen-Orient, et qui soit interprété chaque fois à partir du biais culturel. Et c'est pour ça que mes séries sont très souvent, la plupart du temps, anglo-saxonnes, même si je fais des références dans mon livre à 2 séries françaises, Engrenage, Spiral en anglais, qui a eu un impact international, et un village français, donc qui est quand même douloureux, mais qui est important dans le regard qu'un pays peut porter sur lui-même. Et puis cette série, ce petit miracle de série norvégienne, qui pour moi est un bijou d'explication géopolitique, et qui est passé sur Arte et dont on attend avec impatience la prochaine saison. Il semblerait qu'elle ait du plomb dans l'aile, mais enfin nous en reparlerons. Alors depuis, il y a quand même une série qui m'a passionné et que je situerai dans le contexte géopolitique et politique des précédentes, c'est la série The Crown, sur la vie d'Élisabeth II, et on voit le contraste entre les saisons 1 et 2
et la saison 3 qui vient de se donner, le ton est beaucoup plus sombre, le débat sur le Brexit est arrivé, et il y a des épisodes qui sont d'une actualité extraordinaire pour comprendre la crise identitaire et morale de la vie politique britannique. Il y a des discours sur Wilson, on ne sait pas si c'est Wilson ou Corbyn, c'est vraiment tout à fait passionnant. Oui, et puisque nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans la famille royale, nous savons que la première et la deuxième série ont été très bien accueillies par la dite famille royale, mais qu'après la troisième série, la famille royale en général et la reine en particulier aurait dit « We are not amused ». Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que j'ai un rapport avec les séries assez particulier, comme avec le bridge. Ma mère et mes oncles étaient de très bons bridgeurs, et j'ai vécu mon enfance avec des gens qui jouaient au bridge. Et je n'ai jamais touché une carte. Pourquoi ? Parce que j'ai fait de la politique et que j'ai pas besoin de jeux de société, que la politique fournissait cela. Et là, j'ai exactement le même. J'ai été absolument addict à toutes ces séries, et je ne le suis plus, simplement parce que la réalité a rattrapé la fiction, et que... La dépasser. Oui, a rattrapé et dépassé la fiction, et que trop c'est trop. J'ai notamment bloqué sur House of Cards, qui est un truc formidable. Enfin, ils sont formidables. Hein. J'ai regardé tout ça. Games of Thrones, c'est terrifiant. Downton Abbey, je me suis dit non, c'est plus la peine. Enfin, c'est trop gentil. C'est un monde qui n'est plus. Bien sûr, la nostalgie, ça fait plaisir, mais on est vraiment trop loin maintenant. Il faut faire face à des choses, et j'ai été absolument terrifié par House of Cards et par Homeland. Ça m'a énormément impressionné, et donc maintenant je suis dans l'effarement direct vis-à-vis du monde, et je me dis, est-ce qu'il faut vraiment avoir une dose fictionnelle en plus ? Alors ce que je voudrais poser comme question à Dominique, c'est, à ton avis, qu'est-ce que ça produit comme effet sur le plan de la conscience politique, que ce soit la conscience internationale ou la conscience intérieure. Moi, quand j'ai vu House of Cards, je me suis dit, mais d'ailleurs, on avait aussi le truc sur le maire de Lille, parce qu'on a eu des feuilletons tout à fait remarquables de ce point de vue-là, mais on a l'impression, on se dit, quand on est élu, on se dit, je sais pas si Mathias voit ça comme ça, mais c'est terrifiant. On peut plus se présenter devant un électeur. Enfin, on a l'air de tous des canailles absolument épouvantable, assez malin d'ailleurs, sans doute plus intelligent qu'on ne l'est nous, mais beaucoup plus malhonnête. Et donc il y a ça, et sur le plan international, c'est également extrêmement angoissant, extrêmement désespérant. Est-ce que tu crois que ça peut provoquer un choc salutaire, quelque chose de positif, ou est-ce qu'on s'enfonce dans une espèce de déréliction morale, intellectuelle, en disant oh, tout fout le camp, on ne contrôle plus rien, on va tous mourir? Dominique Moisy. Alors, deux réponses. La première, House of Cards est effectivement fascinant. J'ai arrêté de la regarder le jour où Trump est entré à la Maison-Blanche. Parce que ça n'avait plus d'intérêt. Je veux dire, la réalité dépassait de tellement la fiction. Le président Underwood était peut-être le mal incarné, mais c'était un mélange de Kissinger et de Machiavel par rapport aux locataires. Et d'Al Capone. Et d'Al Capone. Oui, il faisait passer ça. La journaliste sous le métro. Par rapport à la réalité. Et alors, je suis parti de l'idée que c'était pas neutre, c'était pas un accident. Si aux États-Unis, on était passé du président à la Maison Blanche, West Wing, au président de House of Cards, que ça accompagnait, ça traduisait la crise de confiance des Américains dans la politique, dans toutes les institutions de la politique, y compris
la Cour suprême. Au fond, on était passé du monde de Corneille, le président tel qu'il devait être, au monde de Racine, mais c'était pire. De Crébillon même. Voilà, c'était tout à fait pire. Et est-ce que ça a un impact ? J'ai la faiblesse de penser, et j'ai été beaucoup critiqué pour cela, que oui. C'est pour ça qu'à la fin, j'essaye de proposer moi-même le scénario d'une série positive qui essaierait de dire aux lecteurs, aux spectateurs, mais vous savez, le pire n'est pas sûr. On peut arriver à améliorer le monde. Et je crée, et la réalité s'est éloignée de moi encore plus, cette série, et c'est amusant parce qu'au départ, des gens me disaient, ne réalisez pas que j'avais créé ce scénario. Et il me disait, on connaît toutes les séries que vous traitez, mais cette série, Balance of Power, équilibre de puissance, on l'a jamais vue. Comment ça se fait, etc. Et dans cette série, qui n'existe pas, cette émission va sans doute débloquer... le casting commence en sortant. Voilà. Et je rêvais d'un monde où Américains et Chinois, dans un G2 moderne, étaient rivaux, mais collaboraient ensemble pour lutter contre la Corée du Nord, contre le terrorisme au Moyen-Orient et même contre le réchauffement climatique. Lucille Schmitt, quand on parle de réchauffement climatique, vous vous opposez. Moi, je trouve que dans les 4 séries que vous avez regardées, plus celles que vous voulez créer... 5, j'en ai regardé. Pardon, 5, pardon. Excusez-moi, j'oublie. Il y en a tellement. Je trouve que ce qui est assez passionnant, c'est que vous donnez des critères qui, effectivement, recoupent ces séries, mais elles n'ont rien à voir entre elles. C'est-à-dire que je voudrais quand même souligner qu'entre Homeland et Downton Abbey, il y a rien à voir. Et en même temps, elles ont eu une portée universelle. C'est ça qui est assez passionnant. Et je voulais vous demander comment vous pouvez expliquer que, par exemple, je lisais un article disant que, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue Lord Crowley, mais enfin, en tout cas, il est très beau. Et il racontait qu'il était dans une boutique de jeans à New York et qu'on est venu le trouver. On a commencé à New York, lui demander mais comment ça se passe, etc. Donc cette universalité de cette Angleterre qui nous semble si anglaise, et vous parlez de King's College, c'est quelque chose, moi, qui m'interroge. Et la deuxième chose que je voulais vous poser par rapport à Occupy, que peut-être tout le monde n'a pas regardé parce que c'est une série un petit peu plus confidentielle par rapport aux autres, qui est donc une série norvégienne qui raconte l'invasion de la Norvège par la Russie, mais sur demande de l'Union européenne, parce qu'il y a un Premier ministre écologiste qui veut sortir des énergies fossiles, donc tout ça est assez passionnant. Ça raconte extraordinairement bien la transformation psychologique de ce Premier ministre vert qui déteste les énergies fossiles et qui finalement va devenir, face à l'occupation, une sorte de héros de guerre qui n'a plus rien d'écologiste. Donc ça, je trouve ça aussi assez passionnant sur la manière dont ces séries nous transposent dans des périodes héroïques où, au fond, la psychologie des personnages, c'est une sorte de Gaulle vert, en fait, cette espèce de Jasperberg. Et donc, est-ce que vous pourriez nous raconter comment ce que racontent les séries qui psychologisent et qui héroïsent et où les questions de contenu, finalement, ont peu d'importance par rapport à l'exercice du pouvoir, comment, justement, là, il y a quelque chose qui plaît, mais qui, à mon sens, n'a rien à voir, pour le coup, avec la réalité. Downton Abbey est universel, mais n'a rien à voir avec la réalité que nous vivons tous les jours, quand même. Sauf peut-être le fait qu'il y a trois filles, il a 3 filles, ce Lord Crowley, et effectivement, elles aspirent toutes à être émancipées, à avoir l'égalité homme-femme à leur manière. Mais comment le mythe, au fond, nous aide à enrichir notre réalité ou à la regarder différemment, de manière complexe? Hugh Bonneville, le nom d'interprète de Lord Crowley. Je peux répondre à ces excellentes questions. Il y a une série aussi dont vous n'avez pas parlé dans votre question, House of Cards, qui était la série préférée, m'a-t-on dit, des dirigeants chinois. Ils la regardaient avec passion, parce que pour eux, ils la prenaient très au sérieux, et ils se disaient, mais quand même, ces Occidentaux, ils nous donnent des leçons de morale, mais regardez.
Xi Jinping, il ne jette pas quelqu'un dans le métro à Pékin pour l'écraser. Donc, ils y voyaient la confirmation de l'hypocrisie occidentale. Au fond, notre système, il est ce qu'il est, mais il est en réalité infiniment plus proche du vôtre que vous nous le dites. Ne nous bassinez pas avec vos valeurs. Le Downton Abbey, que j'ai personnellement adoré, là je plaide coupable, c'était pas un devoir pour moi de le regarder, j'aime toujours beaucoup cette série, et le majordome, le butler, qui est extraordinaire, faisait du jogging dans un petit village au Cambodge, en Bermuda. Le village s'est arrêté de vivre et l'a appelé par son nom. Tout le monde voulait se faire photographier. Et donc, c'est un phénomène de mondialisation tout à fait exceptionnel. C'est parce que c'est l'empire britannique, c'est un empire mondial. Alors, c'est... D'hier. Écoute, je ne sais pas, parce qu'en réalité, même à Pékin, on était fasciné par cela. Et il y avait cette dimension dans le regard asiatique qui consistait à dire « Mais au fond, cette série nous confirme ce que nous pensons. Ils sont en déclin. » Et ce que décrit la série, c'est le déclin de l'Empire. Et donc, c'est très très bien pour nous. Alors, Occupied, je crois que c'est... Effectivement, on voit un De Gaulle vert, mais qui n'est plus vert du tout à la fin. On voit que la revendication écologique qui prime au début de la série laisse la place au nationalisme. On est envahi. Alors c'est vrai qu'on est envahi par la mer, mais ça c'est... On peut résister d'une autre manière. Mais par contre, les petits hommes noirs, russes, qui viennent sur notre territoire, il faut leur résister. Et sur ce plan-là, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. La série a été pensée, composée, écrite avant l'invasion de la Crimée par la Russie. L'invasion de la Crimée par la Russie, c'était les petits hommes verts, déguisés en uniforme pas très clair, et un an après, eh bien la réalité décrit absolument, retrouve la fiction. Mais dans toutes les séries, il n'y a pas d'homme politique qui ne soit pas corrompu. Je parle sur Game of Thrones, ce n'est pas exactement une série dans laquelle il y a des hommes politiques, mais dans Homeland, ils sont corrompus par l'idéologie, et dans les autres, ils sont corrompus par la corruption, tout simplement. Donc il y a une sorte de désespoir en ce qui concerne les... Alors c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire que dans à la Maison Blanche, West Wing, le président est un prix Nobel, c'est un bon père, plus ou moins un bon mari, on sent qu'il a des petites aventures quelque part, mais voilà, et je laisse sa responsabilité à Jean-Louis Bourlange dans le contexte actuel. Ah oui. Je ne me serais pas permis, moi, personnellement, de faire ce genre de remarques. Donc, mais en réalité, l'homme politique n'est pas nécessairement corrompu, n'est pas nécessairement corruptible. Dans Occupied, il est faible au départ, il devient beaucoup plus héroïque à la fin. Je crois qu'il résiste à la corruption. D'ailleurs, les Russes cherchent à l'acheter. Il fait tirer sur un avion innocent, si je puis dire, pour arriver à ses fins. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait de la corruption. Enfin, disons que il y a de quoi justifier ce que les Chinois pensent de nous. Oui, c'est vrai. Oui, juste tu peux dire un mot? Mais non, mais je voudrais savoir. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur le président Bartlett. Hein. Il est excellent latiniste en plus, ce qui est quand même très rassurant. C'est celui de oui. Moi, j'ai le sentiment. Je sais pas si tu vis ça comme ça, mais j'ai le sentiment que West Wing, ça a été vécu par les Américains comme un antidote à la Bush, George W. Bush, qui leur apparaissait comme un crétin. Mais il y avait le sentiment que
un président éclairé, intelligent, correspondant au grand mythe démocrate d'avant, c'était encore possible. Et House of Cards, ça n'est plus possible. Alors, c'est ça, il y a eu un effondrement de l'espérance. Sur un plan historique, le modèle de Bartlett, c'est Clinton. Il est effectivement lu comme un anti-Bush et il ouvre la voie à Barack Obama. Et donc, il est dans ce trio de présidents. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est ce mélange que font les scénaristes. Chaque personnage est le produit de la réunion de plusieurs personnages réels. Nicolas Bavrez. Lire le monde à travers les séries, c'est vrai que ça a été la même chose pour le cinéma. On pense au Vietnam avec le passage de Deer Hunter, Apocalypse Now, Rambo, et puis ensuite Platoon et Full Metal Jacket. Quand on regarde ces séries, c'est vrai que on pourrait aussi leur faire correspondre des grands auteurs. Donc la première idée qui émerge quand même, et c'est pour ça qu'il y a quand même une cohérence, c'est le changement de monde. La fin d'un ordre mondial, et ça c'est le monde d'hier aussi de Stefan Zweig, c'est le thème de la désoccidentalisation du monde. La deuxième chose, c'est les menaces sur la démocratie, la montée des démocratures, le djihadisme, le retour du Léviathan, et donc c'est le monde de Hobbes. La troisième chose, c'est la montée de la guerre et de la violence. Donc on est chez Max Weber, la guerre des dieux, et puis la dernière chose, c'est le retour de la politique pure. Et donc, le retour de Machiavel. Et comme on l'a dit, une fois qu'on a vu tout ça, on se dit que la famille Borgia, finalement, c'était des gens extrêmement calmes, sympathiques, bien élevés et parfaitement modérés, et dans leurs mœurs et dans leur manière de leur manière de se comporter. Civilisé, en tout cas. Ma question portait sur... là encore, la lueur d'espoir et la manière d'essayer de chercher quelque chose sur l'optimisme. Ce qui m'intéresse, c'est que la série, donc, c'est Balance of Power, et donc c'est le retour finalement au Congrès de Vienne, mais ça ne porte pas sur la démocratie. Or, à mon avis, quand on fait la liste de tout ça, ce qui est le plus menacé, c'est pas tellement l'ordre du monde, parce qu'on va avoir un ordre entre les empires. Il me semble que la vraie inquiétude, c'est la survie de la démocratie. Dominique Moïsi. Alors, au point de départ de la question de Nicolas Bavrez, il y a cette comparaison très juste avec le cinéma d'un côté, avec la littérature de l'autre. Les séries sont au XXIe siècle ce que les feuilletons étaient au XIXe siècle. Ce qui fait la spécificité de la série, c'est qu'elle a le temps du temps. Comme c'est long, il n'y a pas un seul ou deux héros, il y en a plusieurs. On peut mettre l'attention sur une vingtaine de personnages clés, comme on le faisait, comme Balzac pouvait le faire, ou Dickens. Ou Dumas. Absolument. Alors, sur la deuxième, la conclusion, est-ce que je me suis trompé, en gros, en mettant l'accent sur l'équilibre des puissances et le système international, plutôt que sur la défense de la démocratie? Là encore, il faut voir le point de départ de mon analyse. Je suis un spécialiste de géopolitique. J'essaye de dire à un public large, comme Lagardère dans Le Bossu de Paul Féval, si tu ne vas pas à la géopolitique ira à toi. Et donc, tu as intérêt à la comprendre. Et pour la comprendre, je sais que c'est un peu dur, je vais te donner un moyen. Les séries télévisées. Tu adores les séries télévisées. Eh bien, je vais essayer, en te tenant par la main, de te faire comprendre le monde à partir des séries que tu adores. Et dans ce contexte, il était logique pour moi de me soucier du désordre du monde. Et en fait, j'étais un peu même guidé par Henry Kissinger, qui, dans ses deux derniers livres, l'un sur la Chine et l'autre sur la puissance, disait, mais au fond,
on va vers un ordre bipolaire entre les États-Unis et la Chine. Il est essentiel que ces deux géants nouveaux s'entendent. Enfin, il faisait à l'inverse de ce que dit Graham Allison lorsqu'il dit on va vers la guerre entre la Chine et les États-Unis dans son dernier livre. Mais si je puis dire, juste précisément entre les États-Unis et la Chine, le grand enjeu de nouveau, c'est la liberté politique. Oui. Il y a un lien, oui. Oui, tout à fait. Mathias Becker. Moi, je voudrais interroger aussi Dominique Moïsi sur la dialectique entre la fiction et le réel, et entre qui influence qui. Il en a été un peu question avant, mais c'est vrai que le phénomène des séries en tant que tel n'est pas nouveau. Et au XIXe siècle, une partie de la comédie humaine paraît ainsi. À mon avis, le premier scénariste quasiment de série, c'est Alexandre Dumas. Quand vous regardez ces romans, ils sont structurés dans des chapitres très courts, hyper intenses, avec la même dramaturgie que dans les séries, qui est à la fin du chapitre, l'événement ou l'interrogation qui crée le suspense, qui fait que vous avez envie de vous jeter sur l'épisode suivant. Vous avez Eugène Sue, vous avez Louis-Sébastien Mercier, donc ce phénomène-là, en tant que narratif, en tant qu'élément de dramaturgie, existe déjà. Ensuite, dans les séries, ce qui est nouveau, sans doute, c'est d'abord l'aspect mondial, et puis c'est évidemment l'aspect télévisuel. Et avec son impact, du coup, sont beaucoup plus fort sur un nombre de personnes beaucoup plus grand. Alors, dans les études que tu as faites, dans les analyses auxquelles tu as procédé, est-ce que tu avais le sentiment qu'un peu comme la définition que Stendhal donnait du roman, finalement, les séries étaient un miroir qu'on promenait le long du chemin et qui reflétait le réel d'aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, il y a aussi en retour une influence, c'est-à-dire à force de bombarder tout le monde, de politiciens corrompus, de violence, d'intrigues, de brutalité, est-ce que ça vient pas, comme un peu dans un cercle vicieux finalement, accroître encore des tendances déjà compliquées dans l'époque actuelle? Comment on peut répondre à ça? Il y a eu un moment où je me suis demandé si les djihadistes de l'État islamique n'avaient pas regardé Game of Thrones. Il y a eu ces périodes terribles d'exécution publique via l'Internet, l'équivalent de la place de grève mondialisée. Et dans Game of Thrones, il y avait une sorte de déclic régulier entre les épisodes. La caméra s'attardait sur un personnage qui allait disparaître brutalement dans l'épisode suivant. Et les djihadistes exécutaient, égorgeaient leurs victimes et amenaient devant la caméra la suivante. Et j'ai eu cette sorte, impossible bien entendu à démontrer, mais au fond, si ils s'inspiraient des séries télévisées, alors on peut aller, sans aller jusque-là, dire ils sont dans les jeux violents. C'est même pas les séries. Et donc dans ce contexte, la série sert de modèle. La série terrorise les spectateurs, et bien les djihadistes vont s'inspirer de cela, car ce sont des spécialistes en communication. C'est ça le message qu'ils veulent nous faire passer. Donc, bien entendu, ça n'est pas démontrable, à moins qu'on puisse... C'est Oscar Wilde a théorisé ça en disant « la vie imite l'art ». Oui, alors ce qui m'a frappé quand même, et ça c'est une expérience d'enseignant que j'ai eue, le poids des images au niveau des émotions est considérable. Au début des années 2000, Jacques Delors m'avait demandé d'aller enseigner au Collège d'Europe Anatoline pour préparer l'élargissement à l'est de l'Europe. Et on était au lendemain des guerres dans les Balkans. Il y avait des étudiants qui venaient de tous les pays balkaniques qui étaient là. Je devais créer un jeu de rôle, c'est-à-dire demander aux Serbes de présenter la position du Croate, et vice-versa. C'était pas facile. Et je me suis dit, je vais les préparer émotionnellement
en leur montrant dans l'amphithéâtre de Natoline cette série britannique qui s'appelait Warriors, consacrée à la guerre dans les Balkans. Ça dure 3 heures et on a commencé à 9 heures et à minuit la lumière s'est rétablie et je me suis aperçu que mes étudiants étaient tous en larmes. C'est-à-dire que le poids, ils avaient revécu à travers cette série leur drame. Donc j'ai fait ouvrir le bar, la bière a coulé à flot. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais quand même, si on fait un cours sur les émotions dans le domaine géopolitique, une préparation par un objet visuel est exceptionnelle. Et à Harvard, j'ai fait systématiquement des cours précédés de films ou de séries. Je voudrais en revenir à la série que vous préférez, Downton Abbey. Je partage peut-être pas votre enthousiasme parce que je trouve que ça tire beaucoup à la ligne. Il y a 6 saisons, ça fait quand même au bout de la 3e, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et maintenant, il y a même un film que par contre je n'ai pas vu. Mais à propos de Downton Abbey, il est beaucoup question de nostalgie. Bon, peut-être. En général, quand on parle de nostalgie, c'est avec un ton détaché et supérieur. Je pense qu'on a tort, qu'on confond la nostalgie et la réaction. La réaction consiste à vouloir faire revivre une période qui a disparu. La nostalgie consiste simplement à se souvenir et à regretter. C'est d'ailleurs probablement l'un des éléments constitutifs de l'humanité, parce qu'une humanité qui ne se soucierait pas de ce qu'elle a perdu, qu'il s'agisse de personnes vivantes ou qu'il s'agisse de monuments, qu'il s'agisse de modes de vie, serait une humanité particulièrement pauvre. Mais bon, va pour la nostalgie. Mais la nostalgie de quoi dans Downton Abbey? Est-ce que c'est la nostalgie de cette hiérarchie sociale? Est-ce que c'est la nostalgie de cette splendeur, en tout cas de cet extérieur splendide? Ou est-ce que c'est la nostalgie d'un monde dans lequel tout le monde est proche de tout le monde, y compris dans des relations conflictuelles et dans des désaccords? Est-ce que c'est la nostalgie d'un monde dans lequel on ne doit pas taper sur 1 si on veut parler à Paul, sur 2 si on veut parler à Pierre, sur 3 si on veut parler à Janine, avec d'ailleurs en plus la certitude de ne parler à absolument personne à la fin? Alors, ce qui me frappe dans Downton Abbey, c'est qu'en réalité, c'est la nostalgie d'un monde qui n'a jamais existé. C'est un monde qui n'est pas réel. Les relations entre upstairs et downstairs étaient beaucoup moins tendres, beaucoup moins proches. La haute société britannique est d'une arrogance qui ne peut être comparée qu'à la haute société française. Les Français sont supérieurs parce qu'ils sont les meilleurs, c'est la méritocratie. L'élite britannique se sent meilleure par son essence. Donc, en fait, ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas le monde réel qu'ils regrettent, c'est le monde qu'ils ont façonné. Et alors, ce qui m'a frappé en tant que Français dans cette série, c'est quand même cette lecture très tocquevillienne de l'évolution. C'est-à-dire, on voit bien que Lord Crowley est un des premiers à sentir que l'évolution est inévitable, accélérée par la guerre et ses conséquences. Et donc, il est quelque part résigné, comme Tocqueville peut l'être. Bien sûr qu'il regrette l'Ancien Régime. Et il y a des scènes iconiques en anglais, des scènes qui, avec l'arrivée, le premier discours à la radio du roi. D'ailleurs, je vous recommande quand même le film qui est sorti, qui est parfaitement cucu, mais qui est tout à fait charmant, avec l'arrivée de la famille royale au château des Crowley. Donc c'est quand même intéressant. Oui, il y a des moments. Le moment où il faut, pour passer à table, passer de l'habit au smoking, a l'air d'être une révolution comparable à peu près à la prise de la Bastille. Ah, mais on a des récits, par exemple, quand pendant la défaite française,
quand on a réuni, on a reçu Churchill dans je ne sais plus quel château de Touraine, il était séparé de son majordome et celui-ci était désespéré en disant « Il ne sait pas s'habiller, il ne sait pas comment va-t-il faire, il est tout seul, le Premier ministre, ça n'est pas possible !» Si on veut comprendre ce que c'est qu'un majordome, il faut regarder le film de Sacha Guitry, Désiré, avec Sacha Guitry, Nicolas Bavrez. Alors d'abord, je crois qu'il y a quand même une très grande différence entre la France et le Royaume-Uni, c'est que le Royaume-Uni est une société d'ordre, mais c'est une vraie démocratie. Alors que la France est théoriquement une république, mais c'est resté une monarchie, et c'est un système qui est peu libéral et peu démocratique, contrairement au Royaume-Uni. Et ce qui me semble, et c'était là encore la question, c'est que la différence avec Tocqueville, c'est que Tocqueville voit bien la disparition du monde de l'Ancien Régime, mais Tocqueville pense le monde d'après, qui est la société démocratique. Et il le pense, j'allais dire, c'est là où Tocqueville est très intéressant, c'est que c'est pas un démocrate de cœur, c'est un démocrate de raison. Et c'est vrai que dans la partie Downton Abbey, on voit bien le monde qui croule, on voit mal le nouveau monde qui pointe. Oui, alors là, c'est pour moi la supériorité du système britannique. Tout va mal, Boris Johnson sera sans doute réélu jeudi prochain, le 12, mais rien ne sera réglé, le Brexit. Mais les Britanniques savent qu'a priori, à la fin de ce siècle, ils auront un roi qui s'appellera George, qui est l'arrière-petit-fils de la reine. Et il y a cette forme de stabilité qui est liée aussi au fait que le pouvoir symbolique et le pouvoir réel sont clairement séparés. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il aurait sans doute été un bon Premier ministre de Grande-Bretagne, mais en tant que reine, il était assez mauvais. Il incarnait mal la République. Et c'est un problème majeur. Nous avons mêlé les deux fonctions, le pouvoir symbolique et le pouvoir réel. C'est infiniment plus difficile de trouver la personnalité qui puisse concilier les deux. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense qu'il y a dans ces séries une espèce de conflictualité entre montrer un monde complexe, et on l'a dit, un monde qui change, un nouveau monde, c'était évoqué par Nicolas, et puis en même temps des psychologies qui sont souvent simplifiées, ou qui en tout cas, on est du côté du bien, du mal, on décrit les 15 000 formes de mal, plus d'ailleurs que les 15 000 formes de bien. Et je trouve qu'il y a un épisode très intéressant qui s'est passé au moment de la saison 8 de Game of Thrones, c'est que vous vous rappelez que ceux qui regardaient la série ont été infiniment déçus de la manière dont Daenerys, le personnage féminin principal, basculait vers la violence et le mal, alors même qu'elle avait incarné une espèce de complexité, de capacité à ne pas être quelque part engloutie dans l'esprit de vengeance et dans la guerre. Donc ça, c'est un point qui me semble intéressant. Je voudrais aussi qu'on reparle de Homeland, où c'est Claire Danes qui, comme Carrie, porte la série, et qui, là encore, comme dit Philippe, on tire un peu à la ligne. Et en tout cas, les 3 premières saisons sont passionnantes parce qu'elles mettent en scène cette espèce de couple improbable entre Carrie et Brody, ce Marine qui a été retourné. Et donc, comment est-ce qu'on peut associer à la complexité du monde et à sa conflictualité de la complexité psychologique ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que vous croyez que le public le demande, ou est-ce qu'il veut un personnage qui est bon, un personnage qui est méchant ? Moi, je trouve que les séries ne sont jamais aussi palpitantes que lorsqu'elles mettent en place une sorte de complexité psychologique. Et je trouve que, par exemple, Homeland, par rapport à la façon dont les États-Unis ont eu la capacité à regarder leurs propres responsabilités, est une série extraordinaire, un peu l'inverse de House of Cards. Oui. Dominique Moïsi. Alors, je pense que les séries jouent de la complexité et de l'ambiguïté, surtout quand elles sont de qualité. C'est quand même extraordinaire que l'héroïne de Homeland soit une personnalité bipolaire, alors que l'Amérique vient de quitter le monde bipolaire, au sens classique du terme. Et la série 8, la dernière, la saison 8 de Game of Thrones, je sais, j'ai lu des critiques très négatives. En réalité, il y a 2 points. C'est-à-dire, c'est un discours accéléré. Tout ce qui se passe
dans cette saison 8 aurait pu en réalité se passer sur plusieurs saisons, aurait dû, si on avait suivi le rythme des saisons précédentes. C'est un accéléré. Mais c'est un accéléré réel qui, néanmoins, tient compte de la psychologie des héros et héroïnes et qui réintroduit une dimension de complexité qui correspond au système international. Au fond, à la fin, il termine en disant « Mais personne n'est aussi noir qu'on le pensait, personne n'est aussi blanc qu'on l'espérait. » Et ça, c'est une des spécificités du monde des séries actuelles, c'est que le héros noir est souvent un peu sympathique. Le président Underwood, c'est vraiment un méchant absolu. Et en même temps, on crée ce qu'on trouve dans la tragédie grecque. À un moment donné, il s'adresse directement au spectateur. La caméra se fige sur lui et il dit des choses d'un cynisme absolument total. Au fond, la démocratie, c'est pas terrible. Enfin, il a cette phrase Democracy is much overrated. La démocratie, c'est très surestimé. Et je voyais Underwood dans le métro de Londres au moment où les Britanniques étaient en train de voter. Je sortais, je voyais les bureaux de vote et je me disais mais Underwood n'a rien compris. La démocratie, c'est merveilleux. Regardez, ils sont encore en train de débattre avant d'aller voter et dans la paix et la tranquillité. Mais quand même, ça, c'est un des trucs des séries contemporaines. Les méchants gardent une sorte de contact visuel personnel. C'est vrai, je suis pas bien, mais quand même, je suis pas si méchant que ça. Mais est-ce qu'on n'a pas ça déjà face à Shakespeare? Parce qu'on a à la fois la politique, la violence, et puis cette complexité. Alors, ça dépend de quel Shakespeare. Si tu regardes Game of Thrones, c'est quand même, c'est très proche de Titus Andronicus. C'est-à-dire la violence absolue, le sang, le chaos. Il y a des moments dans Game of Thrones où il y a des dialogues qui semblent sortis des meilleures pièces historiques. De Henry V, Henri V, il y a des dialogues qui semblent sortis de Machiavel, où on voit même cet eunuque qui joue un rôle considérable autour de la reine, avec on a l'impression de dialogue entre Hobbes et Locke à un moment donné. Donc ça, c'est d'ailleurs l'auteur s'est inspiré de la guerre des roses. En Grande-Bretagne du XVe siècle. Nous, on voit le Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge qui est pour nous en partie le Moyen-Orient. Et si le Moyen-Orient d'aujourd'hui, c'était notre Moyen-Âge. Matthias Fekl. Oui, la violence, on l'a très tôt, y compris dans la tragédie grecque. On a des choses absolument épouvantables à tout point de vue, les mœurs, la brutalité politique. Sur Downton Abbey, simplement sous forme de boutade, je pense qu'une des clés du succès, c'est aussi que tout le monde se dit qu'il se verrait bien dans la famille Crowley et que personne se dit forcément que peut-être il risquerait aussi de naître de l'autre côté. Et je pense que ça a puissamment joué sur le succès mondial de la série. Bon. Je voudrais dire un mot sur les séries françaises. Parce qu'il y en a de grande qualité, avec un rapport assez paradoxal à la chose publique, d'ailleurs. Dans Baron Noir, pour le coup, c'est une série qui est assez fascinante, mais qui donne pas forcément envie de devenir un homme politique. On va dire ça comme ça. Ni peut-être de les côtoyer de trop près. Inversement, dans le Bureau des légendes, ça donne envie de s'engager au service de l'État, de défendre les valeurs de la République, de participer à la lutte antiterroriste. Et quand on parle aux responsables de la DGSE, donc nos services de contre-espionnage, on voit que ça a eu un impact puissant, pas du tout anecdotique, mais puissant en termes d'attractivité de ce service, qui il y a quelques années était quand même quasiment, vous travaillez là-bas, vous étiez un barbouze, etc., à tort, mais c'était l'image. Aujourd'hui, des jeunes de profils très variés
avec des arabisants, des informaticiens, des géostratèges, etc., veulent passer le concours de la DGSE et ils relient ça directement à la série Bureau des légendes. Moi, j'avais fait avec le patron de la DGSE et Éric Rochant, le réalisateur, un amphi à Sciences Po pour parler antiterrorisme et services secrets. Et l'amphi Boutmy, le grand amphi de Sciences Po, était rempli complètement, dont pas mal de jeunes étudiants qui se disent, moi, après tout, je veux servir mon pays de cette manière-là. Et donc, il y a aussi cet effet-là. On embraye vraiment sur le réel de manière extrêmement concrète. Je voulais savoir si dans d'autres pays, on pouvait faire le même constat. Et par ailleurs, sur la France, les observations que cela appelait de la part de Dominique Moïsi. Dominique Moïsi. Alors, sur le Bureau des légendes, je ne l'ai pas traité parce que quand je commence mon livre, la série existe à peine. Elle est, mais des responsables haut placés des services m'ont expliqué à plusieurs reprises que quand ils voulaient expliquer leur métier à leur famille, à leurs enfants, ils leur disaient, écoute, je peux pas te dire ce que je fais, tu le comprends, mais regarde le Bureau des légendes, tu verras ce que fait papa. Oui, enfin, j'ai vu un patron qui disait, il faut quand même dire, c'est assez vraisemblable, mais il faut quand même prévenir les gens que c'est un peu moins violent et surtout beaucoup moins sexuel, la vie réelle. Oui, mais c'est pas si... Non, ce qui est assez réussi dans le Bureau des légendes, c'est aussi les bureaux, l'environnement, qui sont tout à fait réalistes. C'est-à-dire, c'est vraiment gris, médiocre. On sent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc, les jeunes vont y aller en dépit de ça. C'est vraiment une sorte de... C'est l'anti-James Bond. Alors, est-ce que ça existe dans d'autres pays ? Ma réponse est très certainement oui. Mais ça tient aussi au contexte international. Il est certain que la montée des menaces a suscité de nouvelles vocations. Au début des années 2000, quand on décrivait le monde postmoderne en disant que la stratégie, la géopolitique, c'était avant, bien entendu, le 11 septembre 2001, c'était fini, il y avait moins de vocations pour entrer dans les services. Alors, pardon. Est-ce que tu n'as pas quand même l'impression que dans toutes tes séries, le Downton Abbey est à part et correspond à une période antérieure. Moi, j'ai l'impression qu'on a eu la période effectivement tocquevillienne où les gens voyaient que la démocratie progressait, ce qui était bien, l'égalité, et puis hélas, on pouvait regretter le genre de vie, l'élégance, la façon de parler de l'ancienne société, mais c'était quelque chose qui relevait de la nostalgie assez aimable. Le West Wing également, c'était une conception de la politique, et que là, on a vraiment, avec les autres séries, on a vraiment franchi une étape décisive sur la voie de la décomposition d'une politique civilisée. Dominique Moïsi. Alors, ce qui m'amusait en mettant Downton Abbey, c'est de dire qu'après avoir vu toutes les décapitations de Game of Thrones, c'était quand même très agréable de se retrouver autour d'une tasse de thé et d'un bon feu de cheminée avec Lady Violet. C'était quand même... et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui faisaient ça. C'est-à-dire que l'un était l'antidote à l'autre. Alors, il y a parmi les séries nouvelles, il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle, qui est Tchernobyl, qui en plus a valu à ses auteurs les reproches les plus vigoureux des Russes quand annoncé qu'ils allaient faire une contre-série dans laquelle ils montreraient d'ailleurs que c'était les Américains qui avaient fait exploser Tchernobyl. Mais enfin, est-ce que on a une petite chance de voir la guerre réelle se transformer en guerre des séries ? C'est très intéressant parce que en réalité, dans le monde démocratique, la série met l'accent sur l'autocritique. Et je dis quelque part dans mon livre que plus l'Amérique s'affaiblit réellement dans le monde, plus ces séries dominent l'imaginaire du monde. Et une des raisons, c'est précisément
cette dimension de l'autocritique qui permet à l'Amérique de sortir assez vite par le haut de la guerre du Vietnam grâce à un film comme le Deer Hunter. Et dans le système non démocratique, soviétique, russe aujourd'hui ou chinois, la série tend au contraire à donner une image flatteuse à la société. Regardez, et elle met l'accent en général sur des phénomènes historiques. Donc le nombre de séries consacrées à l'héroïsme soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale ou aux exploits de la Chine impériale au Moyen-Âge. Donc la série renforce l'ego dans le monde autoritaire, elle renforce l'autocritique dans le monde démocratique. Nicolas Bavrez pour la dernière de nos questions. La leçon que vous donniez de ces séries, c'est finalement que c'était le Moyen-Orient qui était un peu le modèle du XXIe siècle, avec l'effondrement des États, l'éradication de la démocratie, la mise en scène d'une violence qui est libérée de toutes ses chaînes. Est-ce que vous partagez ce point de vue, ou est-ce que vous avez une vision différente de ce qui pourrait être l'avenir ? Alors c'est intéressant parce que c'est la fin, c'est le sujet de mon prochain livre. C'est-à-dire, je pose la question de savoir si on ne s'est pas trompé en disant que le Moyen-Orient c'était notre passé et si c'était notre futur. C'est-à-dire, il y a une dimension qu'il est important d'intégrer, c'est la dimension climatique. Quand on arrive au sud de l'Espagne, on est au Moyen-Orient sur un plan climatique. J'étais à Doha, au Qatar, il y a un mois, donc fin octobre, à 9h du soir, la température ressentie est entre 35 et 40. Ce ne sera peut-être plus vivable à un moment donné. Donc le problème, c'est pas l'Arabie Saoudite, le problème, ce n'est pas la fin des énergies fossiles, le problème, c'est la montée des températures qui risque de rendre une partie de l'Europe tout simplement non vivable. Eh bien, puisque cette émission sera diffusée quelques jours avant Noël, joyeux Noël. Ne mettez pas de lire, pour prolonger cette émission, la géopolitique des séries ou le triomphe de la peur, que Dominique Moïsi a publié chez Flammarion dans la collection Champ Actuel. Et puis, sachez, je l'ai annoncé déjà la semaine dernière, mais sachez que donc le lundi 13 janvier, au Théâtre Michel, nous enregistrerons la première d'une série d'émissions sur Paris, dans l'espoir de donner le plus possible de substance au débat sur l'avenir de la capitale et notamment en y intégrant tout ce que l'histoire peut nous apprendre sur la nature et sur les problèmes de Paris. Ce sera donc au Théâtre Michel le 13 janvier et vous trouverez toutes les précisions sur notre site et dans notre lettre d'information. Je voudrais remercier Nicolas Tourneau qui assure la vitalité de notre site, Benoît Carré qui assure la transcription de nos conversations, Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui produisent cette émission, l'école alsacienne qui nous a accueillis comme elle le fait régulièrement et avec générosité dans son théâtre Pierre Lamy. Et puis donc, je l'ai dit, cette émission a la particularité d'avoir été la première thématique à être enregistrée en public. Elle l'est le 8 décembre, jour où il n'y a pas plus de transport en commun, ou guère plus de transport en commun, ou guère moins que de cheveux sur la tête de Jean-Louis Bourlange, et donc qui fait que le public est mérite particulièrement nos remerciements. Il va y avoir maintenant un enregistrement particulier qui est l'enregistrement du Bada, qui sera un Bada étrange puisqu'il portera aussi bien sur les questions que nous avons évoquées dans la première des émissions enregistrées ici, c'est-à-dire la grève et la COP de Madrid, que sur les séries dont nous venons de parler. Merci donc à vous et à tout de suite pour le Bada.